Écran. Bon, la dernière fois, on était à ce niveau. On était à cet exemple. Oui? Oui. Voilà. Donc, on continue. Donc, on avait lu ce MCD. Alors, qui c'est qui peut me lire ce MCD? Qui c'est qui peut le lire? Est-ce que vous pouvez lire ce MCD d'après ce qu'on a expliqué la dernière fois? Donc, ici, nous avons trois entités, client, commande, produit, et nous avons deux associations, bien deux relations entre ces entités. Donc, nous avons l'association passé, commande, partir d'un client, et nous avons une commande qui porte ou qui contient des produits. Alors, comment va-t-on lire ceci? Alors, qui c'est qui Je va peux lire? lire. Alors, Madame, un client bon, peut. attendez, je vais voir le son parce que je ne vous entends pas. Ah, ok, ok. Je pense comme ça, c'est bon. Alors, Un client répète. peut. Oui, un client peut passer de un à un commande. Oui. Peut passer Oui, de un à n commandes. Oui. oui. Un, un seul commande peut passer par un seul ou Non, plusieurs clients, ou un nous client. avons dit qu'on va la lire c'est-à-dire dans la voie passive, c'est-à-dire elle est passée. De un et un seul client. Voilà. Donc, une commande est passée par un et un seul client. Voilà. Est passée. Donc, bon, ici, c'est la voie passive, active, dans ce sens. C'est-à-dire, c'est le client qui passe. Ici, c'est le client qui passe la commande, mais de ce côté, on va dire elle est passée. C'est la commande qui est passée par le client. Donc, elle est passée par un et un seul client. C'est-à-dire, elle ne concerne finalement qu'un et un seul client. Ensuite, Un commande peut porter un ou un produit oui, de et un à n de, produits, de, oui. de un à un produit et un produit peut porter par Non, peut porter, non, et porter, et et porté par porter. oui et porté par zéro ou un commande. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on peut trouver dans la base de données un produit qui n'est pas encore commandé. C'est-à-dire, il n'existe dans aucune commande. Donc, ce zéro veut dire que on peut trouver un produit qui n'est pas encore commandé. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'autre étape. C'est bien sûr la construction, la méthodologie de construction d'un MCD. Bien sûr, pour construire un MCD, nous avons dit qu'on doit faire l'étude de l'existant. Et pour faire l'étude de l'existant, qu'est-ce qu'on fait dans cette étude de l'existant? On va voir les postes de travail. Et au niveau des postes de travail, on va voir qu'est-ce qu'ils font, c'est-à-dire les procédures, qu'est-ce qu'ils font. Et ensuite, on va voir tous les documents qu'ils manipulent, qu'ils utilisent. Le document, qu'il soit fichier ou bien papier, ou bien même, et après, même l'ensemble des flux. Est-ce que le flux, c'est un flux document, ou bien un flux informationnel c'est-à-dire sur support informatique, ou bien même verbal, c'est-à-dire un appel téléphonique, faites ceci, ne faites pas ceci. Tout ça, c'est des informations qui circulent au niveau de, de l'entreprise. Donc, une fois qu'on fait l'étude des documents, surtout les documents, les postes de travail et les documents, on va tirer un ensemble de propriétés. Voilà. Et cet ensemble de propriétés, l'ensemble d'informations finalement, un ensemble d'informations, voilà. Cet ensemble d'informations qui existe au niveau des documents, comme l'exemple qu'on a fait sur la fiche de paie, nous avons dit que nous avons un certain nombre d'informations qui existent au niveau de la fiche de paie. Nous avons des informations qui concernent l'employé, les informations concernant l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise, des informations concernant la paie, quel est le mois de la paie, etc., et des informations concernant les éléments au niveau de la paie.
c'est-à-dire les différents éléments, les PRI, l'IEP, un certain nombre d'éléments au niveau de la paix. Donc finalement, ça c'est un exemple de document. Mais au niveau de l'entreprise, elle a plusieurs documents, différents documents, et chaque document, il sert à quelque chose. Donc, une fois qu'on tire tout ça, on va établir ce qu'on appelle le dictionnaire de données. Donc, le dictionnaire de données, c'est comme on a fait quand on a fait l'étude de fiche de paie, on avait établi un tableau et nous avons dit quelles sont les différentes informations élémentaires, les différents attributs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de voir le type des attributs, le type de ces données, et on va aller plus loin. Donc déjà, on va établir le dictionnaire de données. C'est un document finalement, un fichier qui contient l'ensemble des informations qui sont manipulées dans l'ensemble des documents du champ d'étude. Hein. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas sortir du champ d'étude. C'est-à-dire, ce qu'on manipule comme information au niveau du champ d'étude, c'est-à-dire la partie pour laquelle on est intéressé pour développer le système d'information. Donc, une fois qu'on a fait l'étude de l'existant, on élabore le dictionnaire de données. Ensuite, on va faire une épuration du dictionnaire de données qu'on va voir dans la suite. Donc, épurer le dictionnaire de données, c'est organiser les informations au niveau de ce dictionnaire. Comment? C'est par exemple chercher tout ce qui est polysème et renommé. Tout ce qui est synonyme est renommé aussi. C'est-à-dire, polysème, c'est-à-dire on peut trouver par exemple deux rubriques qui ont le même nom, mais qui n'ont pas le même sens. Elles n'ont pas le même sens. Par exemple, on trouve nom ici, nom ici. Ici, dans le premier document, nom veut dire c'est le nom client, alors que dans un autre document, le nom veut dire le nom de l'employé, par exemple. Hein. Donc, ici, il faut éviter ceci. On ne doit pas avoir au niveau de la base, c'est-à-dire du MCD, deux rubriques, deux propriétés, deux informations avec les mêmes noms, différentes bien sûr, avec les mêmes noms. Quand elles ont différents sens, il faudrait que chaque propriété ait son nom unique. C'est-à-dire, on donne La même chose pour les synonymes, c'est quoi? C'est qu'on trouve des propriétés avec des noms différents, mais qui veulent dire la même chose. Elles ont le même sens. C'est-à-dire, dans un document, le nom employé, on le trouve par exemple nom EMP. Dans un autre document, on trouve nom. Donc, c'est deux attributs avec des noms différents, mais qui veulent dire la même chose. Ils veulent dire le nom de l'employé. Voilà. Donc, il faudrait qu'on recherche tout ça et on renomme. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, ici, c'est écrit nom, et ici, c'est écrit non employé et qui veulent dire les deux non employés, on va choisir l'un des deux. On va choisir, par exemple, le nom EMP pour dire nom de l'employé. Et on va éliminer l'autre nom. C'est-à-dire, on ne va plus utiliser au niveau du dictionnaire de données non, par exemple. Ensuite, ça c'est l'épuration. Donc, on fait un travail sur le dictionnaire de données. Ensuite, dégager les entités naturelles grâce à leur identifiant. C'est-à-dire que pour chaque entité, on doit lui préciser, c'est-à-dire on doit la préciser. C'est comme quand on a fait l'étude du document fiche de paie, la même chose. On avait dit que nous avons employé. Après, pour employé, nous avons par exemple le numéro de l'employé. Donc, c'est finalement les différentes classes. Mais ici, on va parler d'entités. Donc, ça va être l'ensemble des entités dans notre système, dans notre champ d'études. Donc, on va définir. Et pour chaque entité, on va définir son identifiant. Par exemple, l'employé, l'entité employée, on aura numéro ou bien matricule employé. Après, le nom employé, prénom, date de naissance, ainsi de suite. La même chose pour d'autres entités. On recherche son identifiant. Et si ça n'existe pas, on va lui donner un identifiant. Après, on cite toutes les propriétés liées à cette entité-là. Et bien sûr, pour lier, quand on dit lier, ça veut dire qu'il existe une dépendance fonctionnelle. Une Madame, dépendance. Oui, chaque classe a un identifiant. oui. Donc, on ne parle plus de classe, hein. On parle d'entité maintenant, parce qu'on va aller vers le MCD. On va utiliser le vocabulaire des MCD. Et au niveau du MCD, on parle d'individu ou bien d'entité. Mais généralement, on parle d'entité. Voilà. Donc, chaque entité doit avoir un identifiant, oui, pour identifier de manière unique
une occurrence de cette entité. Oui, c'est-à-dire si nous avons l'entité employée, donc l'entité doit avoir par exemple matricule employé comme identifiant. Et ça va désigner de manière unique chaque occurrence de cette entité-là. C'est-à-dire chaque employé, il aura un numéro identifiant unique. Voilà. Et ça, c'est grâce, nous avons dit que après, on va définir les propriétés, les différentes, comme par exemple, par exemple, l'identifiant, ça va être le matricule employé. Ensuite, les différentes propriétés rattachées fonctionnellement, ou bien reliées fonctionnellement au matricule, ça va être par exemple le nom employé, prénom employé, date de naissance employé, et ainsi de suite. Tout ça, on appelle ça, cette relation-là, on l'appelle dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire cette propriété, elle dépend fonctionnellement de l'identifiant. Donc ça, c'est grâce aux dépendances fonctionnelles. Ensuite, placer les informations restantes, tout ce qui nous reste comme information, etc., au niveau des associations. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'au niveau des associations, par exemple une association entre cette entité et cette entité, nous avons dit que c'est possible, hein? Non, pas obligatoire, tout dépend de l'étude qu'on est en train de faire. C'est possible que même l'association contienne des propriétés. Donc ici, on ajoute les propriétés au niveau des associations si cette association contient ces propriétés-là. Voilà. Madame, oui? Madame, vous pouvez répéter la quatrième? Je n'ai pas bien compris. La quatrième, c'est rattaché à ces entités leurs propriétés grâce aux dépendances fonctionnelles. C'est quoi les dépendances fonctionnelles? DF, pour dire dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai matricule, voilà. On va l'expliquer dans la suite. Hein. Si j'ai matricule, employé par exemple, associé à un seul matricule. Vous êtes d'accord pour ça? Oui? Oui. Oui, parce que c'est possible d'avoir deux étudiants qui ont le même nom. Donc, cette dépendance fonctionnelle, on la lit dans un sens. Dans un sens, c'est-à-dire on dit que le nom employé dépend fonctionnellement de matricule. Il dépend fonctionnellement. C'est-à-dire, pour un matricule, on ne peut avoir qu'un et un seul nom employé. Qu'un seul employé, ici. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles. Donc, quand on ajoute les propriétés, je ne vais pas ajouter, par exemple, je ne sais pas, supposons que nous avons ici, par exemple, étudiant, ici étudiant, et ici nous avons enseignant. Par exemple, hein, je ne vais pas, enseignant, je ne vais pas mettre la rubrique non enseignant dans l'entité étudiant. Ça n'a pas de sens. Donc, finalement, le nom enseignant dépend fonctionnellement du matricule enseignant ou bien du numéro enseignant. Donc, je l'ajoute ici. Donc, il y a une dépendance fonctionnelle entre le nom enseignant et son matricule. Voilà. Donc, ça nous aide. C'est-à-dire, quand on va établir les entités, quand on va mettre les propriétés, on va mettre les propriétés qui dépendent fonctionnellement de l'identifiant de l'entité. Voilà. Donc, on place les cardinalités ensuite. Donc, ça, sixièmement. On va voir ça dans la suite. Donc, placer les cardinalités, bien sûr. Et bien sûr, les cardinalités, nous avons dit, c'est quoi les cardinalités? C'est les règles de gestion. C'est-à-dire, on nous dit, par exemple, un étudiant peut étudier un certain nombre de modules, un à n modules. Donc, c'est une règle de gestion ici. C'est-à-dire, ils nous disent qu'un étudiant, il peut étudier plusieurs modules. Supposons qu'ils nous disent qu'un étudiant étudie un seul module. À un moment donné, à une période donnée, il va étudier. Donc, on sera obligé de faire un. Et donc là, c'est lié finalement aux règles de gestion. Comment ils sont en train de gérer leur système, c'est-à-dire dans la réalité. Et ce qu'on va mettre dans les cardinalités, c'est une traduction de ce qui se fait
au niveau du système réel. Voilà. Donc, on place les cardinalités. Bien sûr, nous avons dit que les cardinalités, c'est lié aux règles de gestion, c'est-à-dire c'est les personnes qui travaillent dans ce système, les personnes du domaine, qui vont nous dire quelles sont ces règles de gestion. Bon, ils ne vont pas parler de cardinalité. Ce n'est pas leur langage. Ils ne vont pas parler de cardinalité. Ils vont vous dire, voilà, un enseignant ou bien un étudiant, il peut étudier un certain nombre de modules. Un enseignant peut enseigner dans un certain nombre de salles, etc. C'est eux qui vont vous dire, ils ne vont pas vous dire, voilà, 1, 1, 0, 1. C'est à vous de traduire ces règles de gestion en cardinalité. Voilà. Donc, une fois qu'on place toutes les cardinalités, on commence à simplifier s'il y a des simplifications à faire. Surtout concernant, par exemple, les règles, concernant la simplification concernant, par exemple, les relations ternaires, les associations ternaires. C'est-à-dire quand on a une association avec 3, il faut bien vérifier cette association s'il n'y a pas de problème de cohérence. On va voir dans la suite ces problèmes-là. Donc, il faudrait simplifier ce système en utilisant les CIF, c'est-à-dire les contraintes d'intégrité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes d'intégrité, de cohérence au niveau du système. Et enfin, contrôler et optimiser le modèle produit grâce aux règles de normalisation. On normalise. Que veut dire normaliser? C'est tout simplement les règles de modélisation du MCD. C'est-à-dire il y a des règles à respecter quand on fait la modélisation de notre MCD. Il y a un certain nombre de règles qu'on doit respecter. Et ces règles-là, on va les voir dans la suite de ce cours. Maintenant, on va commencer par le dictionnaire de données. Alors ça, c'est un exemple de dictionnaire de données. Alors, vous me dites quels sont les polysèmes. Nous avons dit que les polysèmes, c'est les rubriques qui ont les mêmes noms, mais qui n'ont pas la même signification. Voilà. Donc ici, nous avons un dictionnaire de données. On l'a tiré d'où? On l'a tiré de l'étude des documents, des postes de travail, etc. On a pu tirer toutes ces données. Voilà. On a pu tirer la rubrique code rep, qui veut dire code représentant, nom, qui veut dire nom représentant, adresse, qui veut dire adresse du représentant, et ainsi de suite. On a pu tirer toutes les rubriques à partir de l'étude des documents. Et on établit bien sûr la nature de ces rubriques. Ensuite, même la taille, c'est-à-dire par exemple, si c'est adresse, elle va porter sur 20 caractères, par exemple, la longueur de la rubrique. Et bien sûr, ici, nous avons A, N, N, D, par exemple. On définit les types qu'on utilise. On va dire que N veut dire numérique, N veut dire alphanumérique, N numérique, date, D pour date, etc. Et bien sûr, donc ça, c'est le dictionnaire qu'on a établi. On va faire l'épuration du dictionnaire de données. Et nous avons dit que pour l'épuration, on va rechercher les polysèmes, qui veut dire des rubriques qui ont le même nom, mais qui ont des sens différents. Donnez-moi un exemple ici dans ce dictionnaire de données, si c'est visible. Non, adresse. Non, adresse. Voilà, donc ici, le nom, ici. Regardez ici, la deuxième ligne. Nous avons nom, mais sa signification, c'est non représentant. Ensuite, ici, nous avons aussi nom. Donc, c'est des polysèmes. C'est-à-dire que c'est des noms, c'est des rubriques qui ont les mêmes noms, noms de rubriques, je veux dire, mais qui ont des sens différents. Ici, nom veut dire nom du client, alors que ici, c'est le nom du représentant, c'est-à-dire du fournisseur. Adresse, la même chose, ici. C'est aussi des polysèmes, avec adresse ici. Le code ici, qui veut dire code du secteur, alors que ici, code, c'est code catégorie client. On n'a pas le même sens. Donc, tout ça, il faudrait renommer. Il ne faut pas le laisser comme ça. Donc, par exemple, si on laisse, par exemple, nom pour non représentant, alors le deuxième nom, on va le mettre non CL, par exemple. On va écrire non CL pour dire non client, pour se différencier. La même chose pour adresse. Si on laisse adresse ici, adresse comme ça, pour dire adresse de représentant, alors la deuxième adresse, on va lui donner un autre nom, adresse client. Donc, on va dire adresse CL. Donc, on n'est pas obligé de renommer le tout. Hein. C'est-à-dire, on peut garder celle-là comme étant nom,
La deuxième, on va la renommer. Ou bien le contraire. C'est-à-dire, ici, on va mettre, par exemple, nom représentant, nom RE. Ici, on va laisser tel quel nom. Ou bien, on les renomme les deux pour être plus parlante. Donc, ici, par exemple, ça va être nom R pour dire représentant. Et ici, ça va être nom C pour dire nom client. Donc, ça, c'est les polysèmes. Donc, ici, donc pour les polysèmes, nous avons nom, nous avons adresse, nous avons code et nous avons même date. Donc, date ici, date de la commande avec date de livraison. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sens. Donc, ce sont des polysèmes qu'il faudrait renommer. Renommer l'un des deux ou bien les renommer les deux. Voilà. Ensuite, rechercher les synonymes. Alors, les synonymes ici, nous avons code représentant, ici, où est-ce qu'il est? Le premier, code représentant, le premier, c'est la même chose que code fournisseur. Voilà. Code représentant, code fournisseur, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Quand on parle de représentant, c'est la même chose que fournisseur au niveau de l'entreprise. Ça veut dire la même chose. Donc, il faudrait renommer aussi pour que ça soit, voilà, c'est-à-dire la même chose. Voilà. Il y aura une seule rubrique avec, par exemple, soit code fournisseur, soit code représentant. C'est bon? Pour cette étape d'épuration du dictionnaire. Et bien sûr, Oui. le dictionnaire, il contient, regardez ici, nous avons dans le dictionnaire, nous avons toutes les rubriques, regardez ici, et nous avons aussi les règles de gestion. On va les écrire aussi. Parce que pourquoi on va recenser toutes les règles de gestion? Pourquoi on va les écrire? Au niveau du dictionnaire, c'est-à-dire on écrit toutes les rubriques, etc., avec leur type et tout, et après on fait de l'épuration, on fait l'épuration de notre dictionnaire, et après on note toutes les règles de gestion. Pourquoi on les fait? Les Pourquoi on écrit toutes les cardinalités. règles? Voilà, c'est pour par la suite, quand on va représenter tout ceci, dans le MCD, on aura besoin de faire les cardinalités entre les entités. Et les cardinalités, on va les ramener d'où? Du dictionnaire, dans sa partie règles de gestion. Et d'où est-ce qu'on a ramené ces règles de gestion? On les ramène à partir des utilisateurs du système, les gens qui travaillent dans le domaine. Ils nous disent, voilà, nous avons un représentant couvre un et un seul secteur. Et un secteur est couvert par un et un seul représentant. C'est eux qui nous disent ces règles de gestion. Ce n'est pas à l'informaticien d'inventer ceci, mais c'est les gens du domaine qui travaillent dans le champ d'études. Ils vous disent, voilà, quelles sont les règles de gestion et qu'on doit exploiter, qu'on doit noter et par la suite les exploiter pour représenter le MCD. Voilà. Et ils nous donnent aussi les formules de calcul aussi. Par exemple, comment calculer la facture, ils nous disent voilà comment. Voilà la formule pour calculer. C'est le produit, c'est la quantité du produit fois le prix unitaire, c'est la somme des produits, voilà, de chaque produit, par exemple, pour une facture. Ici, la même chose, le montant de remise, c'est quoi? C'est le total hors taxe multiplié par le taux de remise. Donc, ici, on cite, bien sûr, les formules, mais une fois qu'on va aller vers le MCD, nous avons dit que les rubriques calculées, il ne faut pas les mettre. Donc, on va mettre seulement les rubriques élémentaires, c'est-à-dire comme total hors taxe, comme le taux de remise, on le met, mais le montant, on ne va pas le mettre parce qu'on peut l'obtenir à partir du traitement, c'est-à-dire on fait un certain traitement, un certain calcul, qui est cette formule-là, et on obtient le montant. Donc, les rubriques calculées, on ne les fait pas au niveau du MCD. Donc, voilà, ça c'est le dictionnaire de données. Et on va passer voilà, nous avons ça c'est un autre exemple de dictionnaire de données. Voilà. Donc, ça c'est un exemple de dictionnaire de données, ce tableau en bleu. Voilà. Il contient un certain nombre de rubriques. Voilà. Donc, on passe à l'étape des dépendances fonctionnelles. Et les dépendances fonctionnelles, c'est les relations sémantiques, bien sûr, entre les propriétés. C'est-à-dire, par exemple, et bien sûr, on va identifier les premières étapes, les identifiants. Et après, pour chaque identifiant, on va citer toutes les rubriques qui sont dépendantes fonctionnellement de cet identifiant. Par exemple, nom client, il dépend fonctionnellement de numéro client, adresse client, téléphone client. C'est-à-dire, bon, il y a une relation sémantique, un sens, ça a un sens, et c'est lié au client. C'est des informations liées au client. Code catégorie, par exemple, c'est de client.
Ensuite, commande, la date de commande, la date de livraison, le total de cette commande, le nom client, et c'est le numéro client plutôt, ce n'est pas le nom client, le numéro client. C'est-à-dire cette commande, elle correspond à quel client? Le code représentant, etc. Si on fait une commande chez un représentant, et ainsi de suite. Donc ici, on recense toutes les dépendances fonctionnelles, ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire par exemple pour un numéro client, on ne peut avoir qu'un seul nom, alors que pour un nom, on ne peut pas, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un seul, pas forcément un seul numéro client. C'est possible que nous avons deux clients qui ont les mêmes noms. Voilà. Donc, on établit toutes ces dépendances fonctionnelles et on commence à voir, et nous avons à côté nos règles de gestion, bien sûr, l'ensemble des règles de gestion. On commence à voir nos entités et les relations entre les associations entre ces entités. On dessine notre MCD finalement. Donc, on peut voir ici que nous avons l'entité client. Voilà, entité client avec le numéro client. Après, toutes les propriétés qui dépendent fonctionnellement de client. La même chose pour commande. On va mettre l'entité commande avec bien sûr, l'identifiant de cette entité. Et ensuite, qu'on doit souligner pour le montrer. Et ensuite, on donne toutes les propriétés liées à cette entité, par exemple la date de commande, la date de livraison, le total, un certain nombre d'informations. La même chose pour le représentant qui est le fournisseur. Et aussi, nous avons dit que, ici, par exemple, dans ce dictionnaire de données, nous avons la catégorie et le code catégorie, le libellé de la catégorie, le taux de remise lié à la catégorie. Donc, on établit notre MCD, nos entités avec leur identifiant, ensuite les associations entre ces entités et ajouter les cardinalités. Donc ici, comment va-t-on lire? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lire ça? Alors, comment va-t-on lire ceci? Qui c'est qui lit ce MCD? Alors. Conserver, je vais voir s'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Parce que la fois passée, je crois qu'il y avait une demande. Un client peut passer Oui. de 0 à N commandes. Oui. La commande peut être passée par un et un seul client. Oui. On ne peut pas dire la commande peut être passée. Si la commande existe, elle est passée. Si elle existe. Oui, elle est passée par un et un seul client. Voilà. La commande est faite auprès de un non. Oui. Dans ce sens, voilà. La commande est... Bon, je vais prendre le stylet. Est faite auprès. Auprès, elle est faite auprès. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va faire la commande? Chez un fournisseur. Alors, la commande est faite auprès d'un et un seul fournisseur, d'un représentant. Et un représentant peut recevoir plusieurs de 0 à N. De 0 à N commandes. Voilà. Ensuite, ici. Pour la catégorie, un client appartient à une et une seule catégorie. Oui. La catégorie oui. Contient de 0 à N clients. Voilà, donc on ne peut pas dire la catégorie appartient. Elle contient combien? Voilà. C'est-à-dire, pour une catégorie, nous avons un certain nombre de clients. C'est bon? Par exemple, la catégorie, je ne sais pas, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, le personnel de soutien, etc. Bon, c'est des catégories d'employés ou de... Peu importe, ici. Bon, ici, pour les clients, alors catégorie, ce n'est pas ça. Donc, je parlais d'un exemple au niveau d'une entreprise. Mais ici, pour clients, catégorie, ça peut être par exemple les détaillants, voilà, c'est dans ce sens. C'est-à-dire la catégorie du client. C'est bon pour ça, pour cette étape? On passe. Alors, maintenant que nous avons
établi notre MCD après avoir établi le dictionnaire de données, fait l'épuration du dictionnaire, recensé toutes les règles de gestion, etc., les règles de calcul, etc. Donc, on va commencer à faire la vérification et la normalisation de notre MCD. Pourquoi? C'est justement pour éliminer ou bien limiter. Parce que des fois, on sera obligé d'ajouter, par exemple, de faire des redondances, de répéter des informations. Pour une raison ou une autre, on fait de la redondance, mais c'est-à-dire l'objectif du MCD, justement, représenter les informations sous forme MCD, c'est pour limiter justement ou bien éliminer les redondances, ne pas avoir des informations qui se répètent. Par exemple, employé, j'ai un fichier employé à ce niveau, après à l'autre bureau, par exemple, l'autre bureau, un bureau à côté, il a un autre fichier employé et redondant. Alors que si on avait une base de données, c'est tout le monde qui accède à travers le réseau à la même base, et donc on aura une seule base de données. Donc il n'y aura pas de redondance. Mais si on ne travaille pas comme ça, c'est-à-dire on ne fait pas de MCD, etc., chacun il sera obligé d'avoir son fichier d'employé à côté, voilà, sur son PC, par exemple. Hein. Limiter ou éliminer les pertes de données, bien sûr. Voilà, donc si on a recensé, on a fait toute cette étude, ça veut dire que finalement, on n'aura pas de perte de données, c'est-à-dire on n'aura pas d'informations qui vont manquer. On va faire une étude avec toutes les relations sémantiques entre les différentes rubriques, etc. Et donc, on n'aura pas de perte d'informations. Et aussi limiter ou éliminer, c'est-à-dire complètement, les incohérences. C'est-à-dire quand je fais l'exemple, par exemple, LMCD avec les cardinalités. Donc, des fois, quand on fait des cardinalités, c'est des cardinalités qui n'ont pas de sens. C'est incohérent, il n'y a pas de sens derrière. Donc, on va voir dans la suite des exemples. Donc, ici, ça élimine justement ceci. Donc, le fait de construire un bon MCD, ça va éliminer tout ce qui est incohérent, tout ce qui n'est pas logique. Voilà. N'est pas logique au niveau des relations entre les différentes entités. Et bien sûr, le fait de faire ceci, ça va nous conduire à améliorer les traitements. C'est-à-dire quand je veux faire ajouter, mise à jour, suppression, si je veux supprimer l'employé, par exemple, hein, je supprime l'employé, c'est un employé qui a été supprimé, je le supprime une fois au niveau de la base, ce n'est pas la même chose que chacun, il a son fichier dans son bureau, il a le fichier des employés, au niveau du personnel, par exemple, ils l'ont supprimé, alors qu'au niveau d'un autre département, le nom de l'employé, il est toujours existant. Pourquoi? Parce que nous avons redondance de l'information. Donc, une partie, ils ont supprimé cet employé, d'autres parties, ils ne l'ont pas supprimé. Et donc, il y aura des problèmes. Donc, le fait de construire un MCD, ça va améliorer les traitements. C'est-à-dire, quand je supprime, ça va être supprimé pour tout le monde. Et si je mets un jour aussi, ça va être pour tout le monde. C'est-à-dire, supposons que l'employé, il était célibataire, il est devenu marié. Il a ramené sa fiche, son acte de mariage. Bon, on va ajouter au niveau de la base de données que c'est une personne qui est mariée. C'est bon, c'est tout le monde qui a cette information. C'est tout le monde qui a. Donc, finalement, ça facilite les traitements. C'est-à-dire, il y aura d'un côté une personne qui va faire cette mise à jour, elle va modifier, et c'est tout le monde qui accède à l'information, et il n'y aura pas de problème de cohérence, etc. Et ça facilite les traitements par la suite. Et bien sûr aussi, le fait de construire le MCD, on va comprendre les liens sémantiques entre les données. C'est-à-dire une fois qu'on a fait toute cette étude, on comprend bien que nous avons des employés, que nous avons de l'autre côté des enseignants, que nous avons de l'autre côté des modules, et on comprend le système. Quand on fait une bonne modélisation, on comprend ce qu'il y a dans ce système-là. Sur l'aspect données, bien sûr. Hein. Donc, on arrive aux règles. Donc, donc, il y a 10 règles en tout. Les règles, ce sont les règles de normalisation et de vérification du MCD pour ne pas modéliser un MCD qui est incohérent ou faux, etc. Donc, première règle, c'est que pour chaque entité, on doit avoir son identifiant. Donc, existence d'un identifiant pour chaque objet, chaque entité doit avoir son identifiant. Par exemple, article, on doit avoir le numéro de l'article. Après, le libellé, c'est-à-dire le nom de l'article, son prix unitaire. Article veut dire produit, par exemple.
véhicule, le numéro de matricule, la marque, le modèle, etc., un certain nombre d'informations. Mais l'essentiel, c'est que pour chaque entité, on doit avoir l'identifiant souligné, bien sûr, pour dire que c'est ça l'identifiant. Donc, il ne faut pas oublier de le souligner. Parce que si vous n'allez pas souligner, qui c'est qui va dire que c'est ça finalement l'identifiant? Donc, il faudrait le souligner au niveau du MCD. Deuxième règle. Alors, pour cette règle-là, c'est que pour chaque occurrence d'une entité, chaque propriété ne peut prendre qu'une seule valeur, c'est-à-dire pas de valeur répétitive. C'est-à-dire quoi? Donc, il ne faut pas avoir de valeur répétitive. C'est-à-dire, supposons qu'ici, nous avons livre, nous avons la référence du livre, le titre, voilà, et nous avons auteur. Auteur, un livre peut être écrit par plusieurs auteurs, oui ou non? Donc, on ne va pas mettre tous les auteurs dans la même occurrence. Voilà, c'est une rubrique répétitive. Donc, la règle R2 dit que si nous avons une rubrique répétitive, c'est-à-dire une propriété répétitive, il faudrait créer une entité à part pour cette rubrique. Par exemple, ici, c'est auteur, donc on crée une entité auteur, et comme ça, on pourra dire qu'un livre donné avec une référence, un titre, etc., est écrit, donc ici, ou bien un livre A où est écrit de 1 à N auteurs. Et un auteur, maintenant si on revient à l'auteur, un auteur, bien sûr, il a son ID, auteur c'est son identifiant et il a son nom comme propriété. Il peut écrire de 1 à N livres. C'est clair pour cette deuxième règle? Donc, il ne faut pas avoir de propriétés qui se répètent, qui ont plusieurs valeurs pour une occurrence de notre entité, c'est-à-dire pour un livre donné avec une certaine référence et un certain titre, il ne faut pas avoir une propriété qui a plusieurs valeurs. Il faut créer une entité à part pour ceci et créer l'association. Est-ce que c'est clair pour cette règle 2? مدام صح Oui. كان عندنا ريفيرونس باش نديرو لا ديفيرونس لا La référence entre quoi et quoi? زعما إذا عندهم لو ميم auteur. Oui. Non, non. Ce n'est pas le même auteur. C'est que nous avons un livre. Il peut être écrit par plusieurs auteurs. Plusieurs auteurs pour le même livre. Bon, les livres que vous utilisez, c'est-à-dire, il y a des livres où vous trouvez plusieurs noms, pas seulement un seul auteur. Oui, non. Ah oui, c'est bon, فهمتك مدام. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas mettre dans la même occurrence. C'est-à-dire, je mets référence, je mets titre, après je vais mettre la liste de tous les auteurs. Non, non. Surtout que nous n'avons pas, c'est-à-dire le nombre d'auteurs possible. Nous n'avons pas ça comme information. Donc, c'est possible qu'on a un livre, les auteurs, nous avons 10 auteurs. C'est possible. 20 auteurs. Un livre, une encyclopédie, c'est un ensemble de personnes qui a travaillé sur cette encyclopédie. Donc, on ne peut pas faire ceci. On va pas, sauf si, par exemple, supposons que, par exemple, une personne, elle a au maximum, elle a 2 adresses. Au maximum, elle a 2 adresses. Dans ce cas-là, on peut dire, on va ajouter 2 propriétés au maximum. Adresse 1, adresse 2. Mais même ceci n'est pas vraiment, voilà. Vaut mieux, si nous avons peur, c'est-à-dire pour les autres personnes, s'ils ont plus de 2 adresses, etc., vaut mieux sortir adresse à part, dans le cas où c'est possible qu'on trouve plusieurs adresses. Mais quand c'est limité, quand c'est connu, etc., le nombre c'est 2, par exemple, on peut, par exemple, mettre adresse 1, adresse 2, sachant que c'est possible que adresse 2 va rester vide. Voilà. Donc, c'est déconseillé. Voilà. Donc, quand nous avons une propriété qui a plusieurs valeurs pour le même identifiant, la même occurrence d'un identifiant, il faudrait éclater ceci, la faire sortir comme étant une entité. Donc, ça, c'est R2. On va passer à R3. Alors, pour R3, c'est quoi? Eh bien, cette règle-là, on l'appelle aussi la première forme normale. C'est-à-dire que
toutes, alors, toutes les propriétés doivent être élémentaires, non décomposables. Et on appelle ça la première forme normale. C'est-à-dire, c'est une forme de normalisation. Voilà, c'est une règle de schématisation, de modélisation du MCD. Parmi ces règles, la première forme normale, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas avoir ceci. Voilà. Une propriété qui est décomposable, c'est-à-dire qu'on peut la décomposer. Par exemple, caractéristique, ça va être nom, prénom, adresse, qualification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, ID personne, par exemple, 12 ou bien 13, peu importe. Par exemple, la personne, son identifiant. Après, j'ai une propriété, tout ça. Nous avons son nom, ici, à côté, son prénom, son adresse, et tout ça, c'est une seule propriété. Non. Donc, ça, ce n'est pas autorisé. Donc, on sépare, on crée des propriétés séparées. Si nous avons plusieurs caractéristiques, ça va être, on va les recenser toutes, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, qualification, etc. C'est bon? C'est bon pour ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une propriété constituée de plusieurs propriétés, en quelque sorte. Voilà. Il ne faut pas avoir ça. Il faut décomposer tout, aller vers l'élémentaire. C'est clair pour cette première forme normale? مدام هذه c'est le même règle كالثانية. C'est la même règle que? Deuxième. Je reviens. Non, non. Ça, auteur, c'est plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs. Par exemple, on trouve l'auteur 1, l'auteur 2, l'auteur 3 avec leur nom réel. Hein. Donc, je ne sais pas, un livre écrit par 3 personnes. Donc, on trouve 3 noms pour une même occurrence. Ça, c'est des valeurs. 3 valeurs. Alors que ici, non, regardez ici. Ce n'est pas 3 valeurs. C'est 3 constituants, bon, c'est 4 finalement. C'est 4 constituants de la même propriété. C'est-à-dire cette propriété, la personne qui a fait le MCD, elle a dit que, c'est-à-dire dans sa tête, caractéristique veut dire son nom, son prénom, son adresse, sa qualification. C'est toutes les caractéristiques de la personne. Donc, c'est comme si elle a mis plusieurs propriétés parce que le nom, le prénom, l'adresse, ce sont des propriétés finalement. Chacune a un sens. Donc, elle a mis plusieurs propriétés dans une même propriété. C'est-à-dire une propriété qui est constituée de plusieurs parties. De plusieurs parties. C'est comme par exemple, bon, je vous donne l'exemple d'une date. La date, mais la date, on manipule, on suppose que c'est élémentaire, bien sûr. La date, par exemple, elle est constituée du jour, du mois et de l'année. Nous avons plusieurs propriétés dans la même propriété qui est date. Mais pour les dates, il n'y a pas de problème. C'est autorisé parce qu'on suppose que c'est élémentaire. C'est un type date. Mais ici, regardez, caractéristique, ça sous-entend pour la personne qui a fait cette première version du MCD, veut dire nom, après un petit espace, après prénom, après un petit espace adresse, après qualification. Tout ça. Vous voyez la différence? Oui, c'est clair. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est cette propriété qui est constituée de plusieurs propriétés. Ce n'est pas la valeur. Je ne parle pas de valeur. Je parle des propriétés d'une propriété, des caractéristiques d'une propriété. Alors que tout à l'heure, non, c'est plusieurs valeurs pour la même propriété. Vous voyez, est-ce que c'est clair entre la première Oui, madame, forme c'est clair. Oui. J'avance. Maintenant, la deuxième forme normale et la troisième forme normale, c'est quoi? C'est que pour la deuxième forme normale, tout attribut, bien sûr, quand on dit attribut ou bien propriété, c'est la même chose, d'une entité doit dépendre de l'identifiant de cette entité par une dépendance fonctionnelle élémentaire. C'est-à-dire que, ici par exemple, regardez ici, nom, option. Regardez ici, nom, option. Elle dépend de quoi? Code option. D'une partie. D'une partie bon, ici, pour étudiants, on a choisi, c'est un choix qui a été fait. Ben, c'est juste pour donner un exemple. C'est un choix que pour le code étudiant, c'est-à-dire l'identifiant de l'étudiant,
c'est la concaténation entre son numéro et son code option. C'est ça l'identifiant. Et nous avons ici non-option, elle dépend d'une partie de cet identifiant qui est le code option. On ne doit pas avoir ceci. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? La solution pour ceci, c'est de créer une autre entité option, et on va mettre le code option, et après nous avons la relation de dépendance fonctionnelle normale qui dépend pleinement, c'est-à-dire la propriété ici non option dépend pleinement du code option. C'est bon? Il ne faut pas qu'une propriété dépende d'une partie de l'identifiant. Voilà. Si on trouve ceci, ça veut dire qu'elle n'est pas sous la deuxième forme normale. Et la troisième forme normale, il ne faut pas qu'il y ait de l'indirection aussi. C'est-à-dire, regardez ici, nous avons non-option dépend de code option. Et code option dépend bien sûr c'est-à-dire il y a une relation code étudiant. Voilà. Il y a de l'indirection aussi. Donc, il y a une certaine ressemblance, c'est-à-dire tout attribut d'une entité doit dépendre de l'identifiant par une dépendance fonctionnelle élémentaire et directe. Il ne faut pas qu'il y ait ceci. Il ne faut pas qu'il y ait ceci. Voilà. Voilà. Le fait d'écrire non-option ici veut dire qu'elle dépend normalement du code étudiant. Alors qu'ici, on voit bien que le non-option dépend de code option. Donc ici, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire d'une autre rubrique, d'une autre propriété, c'est-à-dire une propriété qui dépend d'une autre propriété au niveau de l'entité. Ceci aussi n'est pas autorisé. Et bien sûr, la solution, c'est de créer la même chose, c'est de créer c'est-à-dire l'entité option avec le code option et non option. Donc, il ne faut pas avoir ceci. C'est-à-dire toutes les propriétés au niveau de l'entité doivent dépendre avec une dépendance simple, fonctionnelle simple, avec le direct, et direct, bien sûr, direct avec l'identifiant de l'entité. Donc, ça, c'est la deuxième forme normale et la troisième forme normale. Madame, je n'ai pas compris ce dépendance. Donne-moi un exemple, madame. Un exemple de De dépendance. De oui, dépendance oui, entre le fait de dire, regarde ici, ça c'est une dépendance. Le fait de dire non-option, c'est le nom d'une option de quoi? De quoi? D'un certain code option, par exemple. C'est le nom, on le voit clairement. C'est comme vous dites, par exemple, quand vous dites matricule, étudiant. Le nom de l'étudiant, il dépend du matricule. Oui ou non? Il dépend du matricule. Oui ou non? Le nom de l'étudiant, il dépend de son matricule. Il y a une dépendance fonctionnelle ici. La même chose ici. On voit que le nom option dépend du code option. Ça, c'est clair. C'est le nom de l'option. C'est quelle option qui a ce nom-là? C'est l'option qui est tel numéro, par exemple. Telle identité. Et le code option. Donc, finalement, nous avons une entité. Elle dépend d'une autre propriété. Pas une entité, je veux dire. Une propriété dépend d'une autre propriété au niveau de l'entité. Et cette propriété n'est pas l'identifiant de l'entité. Il ne faut pas avoir ceci. C'est comme vous dites, je ne sais pas, par exemple, vous avez code module, après vous avez le nom du module. Voilà, le nom du module, il dépend du code module. Il dépend. Veut dire quoi cette dépendance fonctionnelle? Elle veut dire que si nous avons un code, si vous me donnez le code, je vous donne le nom. On ne peut pas avoir plusieurs, c'est un seul. Vous me donnez le matricule de l'étudiant, je vous donne le nom, c'est un seul nom. C'est-à-dire, supposons que nous avons un système où nous avons une base de données des étudiants, etc. Vous saisissez le matricule de l'étudiant et vous faites rechercher. Est-ce qu'il vous donne plusieurs étudiants? Une liste d'étudiants avec le même matricule? Vous saisissez le matricule, hein? Vous faites saisie matricule, recherchez. Est-ce qu'il vous donne les noms, prénoms, etc. d'un seul étudiant ou bien il vous donne plusieurs avec le matricule, hein? D'un seul étudiant. Un seul. Donc, il y a une dépendance finalement.
C'est ça la dépendance. C'est que quand vous introduisez le code, il vous donne une seule information qui le concerne. Par contre, si vous saisissez le nom et vous faites rechercher, eh ben, c'est possible qu'il vous donne tous les noms des étudiants qui ont ce nom-là. L'un, il est à la faculté d'informatique, l'autre, il est à la faculté d'électronique et ainsi de suite. Voilà. Chacun, il est avec des noms, avec les mêmes noms. Donc, il vous donne plusieurs. Cela veut dire que le nom, ben, il n'y a pas de relation de dépendance ici. C'est le nom, il dépend de l'identifiant. C'est-à-dire que si on saisit l'identifiant, il nous donne un seul nom, mais si je saisis le nom, c'est possible que j'aurai plusieurs. Donc, la même chose ici. Si je fais code option, si j'écris code option et je fais rechercher, il va me donner le nom de cette option et ça sera un seul nom. Donc, il y a une dépendance fonctionnelle. C'est quoi cette dépendance? On dit que le nom de l'option dépend fonctionnellement du code option. C'est ça la relation de dépendance fonctionnelle. C'est que d'un côté, nous avons un seul, mais de l'autre côté, c'est possible qu'on a plusieurs. C'est bon? C'est ça la dépendance fonctionnelle. Donc ici, on le voit bien. On le voit. Par exemple, vous faites code option et non option. Je vois bien que c'est clair que le non option, il dépend du code option. Il dépend fonctionnellement du code option. Et ceci n'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que normalement, on a l'identifiant et toutes les propriétés de l'entité doivent dépendre seulement et pleinement de l'identifiant et pas d'une partie de l'identifiant déjà. Pour la deuxième forme normale, il ne faut pas avoir une dépendance déjà d'une partie. Il faut que ça soit pleinement de l'identifiant. C'est clair pour deuxième forme normale? Donc, c'est des règles de modélisation, c'est-à-dire quand vous faites une entité, il faut faire attention. Vous faites les propriétés. Bon, vous avez choisi un identifiant pour votre entité. Ensuite, vous allez faire les propriétés. Il ne faut pas mettre les propriétés avec, à un moment donné, vous faites une dépendance fonctionnelle entre deux propriétés de la même entité. Non. Il faut qu'ils dépendent seulement de l'identifiant. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour ça, deuxième forme normale et troisième forme normale? Oui. Oui. Alors, on avance. La R5, c'est quoi? C'est la forme normale de Boyce Code. Bon, c'est le nom d'une personne qui a fait cette règle-là. C'est une règle finalement, la forme normale de Boyce Code. Donc, c'est Boyce Code de normal form. C'est quoi? Si une entité a un identifiant concaténé, c'est-à-dire ceci. Par exemple, c'est un choix, c'est juste un exemple. Hein. Un des éléments composant cet identifiant, c'est-à-dire une des parties de cet identifiant, ne doit pas dépendre d'une autre propriété. Par exemple, je donne ici par exemple diplôme. Diplôme, il dépend de l'institution. Vous êtes d'accord? Par exemple, le diplôme master en informatique, etc. Bon, master, peu importe les spécialités. Ce diplôme-là, il est établi par une institution, par exemple l'USTHB. Donc, il y a une dépendance. Il y a une dépendance fonctionnelle entre l'institution et les... C'est-à-dire que l'institution, l'USTHB, elle établit, c'est-à-dire quand après la formation, le cursus de formation universitaire, il y a plusieurs diplômes qui sont délivrés aux étudiants, licence, master, un certain nombre de diplômes, master en informatique, master en électronique, ainsi de suite. Donc, un certain nombre de diplômes. Donc, ici, le diplôme dépend de l'institution, c'est-à-dire que cette licence-là, ce diplôme-là, c'est spécifique cette institution. C'est parce que c'est l'USCHB délivre ces diplômes-là. Donc, ce diplôme-là est dépendant de cette institution, fonctionnellement. Ceci n'est pas autorisé. C'est-à-dire, si nous avons un identifiant de l'entité diplôme
est constitué de la concaténation de plusieurs parties, plusieurs éléments. Tout ça, cette concaténation du nom, prénom, diplôme, c'est l'identifiant de cette entité-là. Il ne faut pas avoir une partie de cet identifiant qui dépend d'une autre propriété. Il ne faut pas voir ça. Et dans ce cas-là, on sera obligé de corriger cette erreur. Comment? On écrit, c'est-à-dire on crée une entité institution. Après, on donne le nom de l'institution, par exemple, comme étant une clé, c'est-à-dire un identifiant. Après, on donne les propriétés, par exemple, propriété diplôme, c'est-à-dire l'institution, le nom de l'institution, après, le diplôme qu'elle délivre, l'ensemble des diplômes qu'elle délivre. C'est clair? C'est clair pour cette forme normale de Boy Scout? Il ne faut pas qu'il y ait ceci, c'est une règle, ce n'est pas autorisé. Oui, madame. Voilà. La R6, c'est quoi? C'est que quand nous avons, par exemple, une association et que, bon, je reviens pour prendre le style. Une association, par exemple ici, nous avons la salle comme entité, la classe comme entité, et nous avons le professeur. Donc, la classe veut dire, par exemple, le groupe M1IL, groupe 1, par exemple, ou bien L2, ISIL, le groupe 1, ça, c'est la classe. La salle, c'est bien la salle, par exemple, la salle C6, la salle 128T, etc. Et nous avons aussi l'enseignant ici. Alors, ici, pour ceci, et nous avons bien sûr cours ici, qui est l'association, c'est-à-dire un professeur ou bien un enseignant donne un cours dans une salle donnée pour une classe donnée. Voilà. Alors ici, on peut avoir deux occurrences de cette association qui ont les mêmes valeurs. On peut l'avoir, on peut l'avoir. Alors dans ce cas-là, parce que, regardez ici, nous avons le professeur Abbès en salle 407 pour la classe 3 T2. Ici, on peut avoir plusieurs fois, c'est-à-dire cet enseignant, il enseigne en salle 407 pour la classe 3T2. C'est possible, plusieurs séances. Comment différencier? On va ajouter la date. Par exemple, on va ajouter une autre entité qui nous permet de séparer entre ces différentes valeurs-là. Parce que c'est possible qu'on trouve plusieurs fois le même enseignant, la même salle et la même classe, le même groupe. Le même groupe. Mais plusieurs fois, comment séparer entre ces plusieurs fois? C'est qu'en ajoutant une autre entité, par exemple l'entité date, et comme ça, on n'aura pas de redondance, on n'aura pas de doublant. Voilà. Comme ça, avec la date, on n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que ça va être la date du cours. Supposons qu'on va trouver ce même enseignant avec la même salle, la même classe, parce que c'est 3T2 par exemple, mais ici, la date D1. D1 pour dire par exemple, je ne sais pas, la date d'aujourd'hui, après d'hier, après une autre occurrence de l'association. Je parle de l'association, avec la même salle, la même classe, mais avec une autre date, D2. Donc, il n'y aura pas de problème. C'est bon? Il ne faut pas qu'il y ait de répétition ou bien de doublant au niveau des associations. Donc, on sera obligé de créer une entité date pour ne pas avoir cette répétition. Est-ce que c'est clair? Parce que tout simplement, quand on va aller, parce que ici, quand est-ce qu'on va trouver qu'il y a un problème? C'est quand on va aller vers le MLD, quand on va traduire ceci avec un modèle compréhensible par la machine. Quand on va aller vers le MLD, on aura cet identifiant, l'identifiant du professeur. Supposons que l'identifiant, c'est le nom, c'est juste un exemple. Normalement, on doit avoir un identifiant propre. C'est-à-dire cet identifiant avec cet identifié qui est le numéro de la salle et l'identifiant du groupe. On aura ici la concaténation des trois, on aura trois valeurs et nous avons dit que au niveau du MLD, il ne faut pas avoir deux occurrences égales de la même entité qui se répète. La même chose ici pour professeur, par exemple. La même chose pour les entités. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir, par exemple, deux occurrences au niveau de l'entité avec le même identifiant. Ici, je trouve Abbès et après, je trouve dans le fichier des enseignants. Il ne faut pas avoir, donc on ne doit avoir qu'une seule fois le nom
Voilà. L'enseignant, voilà, supposons qu'il n'y a pas un autre enseignant. Donc, dans ce cas-là, on peut choisir ceci comme étant identifiant. Donc, au niveau du MLD, il faudrait ajouter l'entité date pour qu'il n'y ait pas de doublon. Parce que c'est sûr qu'un professeur enseigne dans une salle pour un groupe donné, ce n'est pas forcément une seule fois. Il peut le faire plusieurs fois. Et puisqu'il peut le faire plusieurs fois, ça ne va pas être autorisé au niveau de la base de données parce que c'est les mêmes valeurs qui se répètent. Et dans ce cas-là, on ajoute la date. Et quand on ajoute la date aux 3 précédents, ça devient quelque chose de différent. La première occurrence est différente de la deuxième parce qu'il y a une partie qui est différente, qui est la date. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour cette règle 6? مدام Oui? مدام هنا كيفاش راح تكون لا كارديناليتي ما بين هادو ثلاثه كيكونوا عندنا On va voir, trois on va voir des entités. exemples. Mais d'après vous, alors, d'après vous. Alors, مدام كاين نقول بروفيسور ما عندي deux autres entités. oui, La seule alors ou la- vous me dites, alors, vous prenez, Tiens. c'est-à-dire quand vous prenez, par exemple, professeur, c'est comme si vous faites comme ça. Vous faites comme ça, une lecture dans les deux, pour les deux. Alors, professeur ici, alors, Là, il y a un seul. un professeur. Non, je veux dire qu'un professeur, il va donner un cours, hein. Il va donner un cours dans différentes salles et pour différentes classes. Vous êtes d'accord? Oui, non. Un enseignant, il peut enseigner dans différentes salles et il peut enseigner pour différents groupes. Oui ou non? Oui, aux dates différentes. Voilà, donc à des dates différentes, bien sûr, donc ça va être 0N ici. Ou bien un 1N au cas où, c'est-à-dire, bon, à un moment donné, on recrute un enseignant, il n'a pas encore enseigné, on l'ajoute au niveau de la base, on l'autorise, donc on peut mettre 0N, mais une fois qu'il commence à enseigner, on lui donne les modules et on lui donne l'emploi du temps, donc il a les salles, il a les groupes et il peut enseigner. La même chose ici. Si on va réfléchir à partir de salles, on va dire qu'on va réfléchir dans ce sens, c'est-à-dire pour les deux, puisque c'est une relation ternaire. Alors dans ce cas-là, une salle, elle est utilisée pour l'enseignement par de 0 à n professeurs et aussi pour 0 à n classes. 0 à n classes, plusieurs classes la salle. C'est-à-dire la même salle, la 128T, c'est possible le matin, il y a un groupe, l'après-midi, il y aura un autre groupe, et ainsi de suite. Donc, pas de problème. Et la même chose pour le groupe. Il peut avoir plusieurs enseignants et tout dépend, parce qu'il y a la relation cours ici. Donc, si c'est enseigné seulement, donc ça va être de 0 à n, mais si on précise le cours, il y aura d'autres règles à ajouter pour clarifier le modèle. Mais ici, l'essentiel, c'est qu'au niveau de l'association, il ne faut pas avoir des valeurs qui se répètent. 2 occurrences les mêmes. On sera obligé de créer ou bien d'éclater cette association. Hein, parce qu'on verra après d'autres règles concernant les relations ternaires, justement. On va les voir dans la suite. C'est clair? On avance? On va voir des exemples. Vous allez voir des exemples. Okay. Alors, nous avons aussi une autre règle, la règle R6 toujours. Donc, c'est la R6, donc R6A et R6B, 2 parties de cette R6. La même chose, une relation ternaire ici. Et elle est optionnelle. Participation optionnelle d'un objet. C'est optionnel, c'est-à-dire une commande est passée par soit un client, c'est-à-dire un client par exemple particulier, soit une société. C'est-à-dire elle est passée, cette commande-là, elle est passée soit par un client, soit par une société. Et donc ici, c'est optionnel finalement. C'est-à-dire qu'on trouve commande, on trouve client, et on ne trouve pas société des fois, parce qu'elle est passée par un client.
Ou bien on trouve notre commande qui est passée par une société. Elle n'est pas passée par un client. Donc, c'est optionnel. Alors, pour ne pas avoir ceci, pourquoi ne pas avoir ceci? C'est parce que quand on va aller vers, c'est au niveau du MLD que tous les problèmes vont se, on va retrouver tous les problèmes au niveau du MLD quand on va traduire ceci en MLD. On va trouver pour une relation qui est de ce type, par exemple ternaire, on va avoir cette association, elle aura comme identifiant la concaténation des trois identifiants. Donc le premier identifiant, deuxième identifiant, troisième identifiant. Et après, pour celle-là, on trouve ici cette partie-là, elle est vide. Parce que pour la commande 1, elle a été passée par un client. Donc, on trouve le code client. Et ici, c'est vide. Ensuite, la deuxième commande, commande numéro 2, elle a été passée par une société. Donc, celle-là, elle est remplie, celle-là, elle est vide. Et donc, finalement, on trouve dans les occurrences d'une association quelque chose, des parties qui sont vides, alors qu'elles doivent être remplies. Parce que c'est la concaténation des trois, c'est l'identifiant. Et donc, ceci, on ne doit pas le faire. Quand c'est optionnel, c'est soit ça, alors on éclate. Donc, on va avoir une commande avec un client. Et ce client, il peut être soit une société, soit un particulier. C'est-à-dire un client normal. C'est bon? Oui? نقدر نديرو تيب كليون اتريبيوت تاع كليون Le type client, attribut client. Oui, c'est une autre possibilité. Oui, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple commande comme ça, après client comme ça. Oui, تما كاين تيب Après, كليون une commande est passée par. Et à l'intérieur du client, vous faites type client. C'est ça? Oui. Oui. Quand il n'y a pas beaucoup, mais s'il y a plusieurs, vaut mieux avoir une entité à part. Hein? C'est-à-dire s'il y a deux, c'est possible. C'est-à-dire on va, par exemple, réserver une propriété pour type client pour donner soit ça. Mais si le nombre de types, c'est-à-dire le nombre de types de clients augmente, vaut mieux avoir une entité à part. C'est-à-dire après l'expérience. شغل يكون عنده تيب كليون يقدر يكون فالور وحدك شغل. Non, une seule valeur, non. Comme ça. كما كليون يكون بزاف عنده لي فالور. Non, répète la question. C'est-à-dire type client, un seul type. Le client عنده un seul type. كليون واحد شغل اوكيرونس. Oui. يقدرش يكون سوسيتي وكليون في نفس الوقت شغل. Non, ici, ici l'exemple il est mal fait. C'est-à-dire ici, pour dire client particulier, voilà, c'est un type. Hein, le type client qui a un type. Oui. Et après, quand on va faire ça, donc le client général, il peut être, c'est-à-dire ces deux types, ce client particulier ou bien société, on les trouve ici. Dans le type client. C'est-à-dire, on trouve deux occurrences. La première occurrence, ça va être par exemple client particulier. La deuxième occurrence, ça va être société de valeur. Oui. Mais c'est possible qu'il y aura plusieurs. Voilà, si le nombre de types de clients augmente, on prévoit ceci. Nous avons une entité qui nous permet de saisir tous les types qu'on peut et qu'on veut. Et donc, finalement, on aura... مدام Oui. خدم على حسب واش فهمت. هو حاب يقول لك باللي لا كارديناليتي هنا اونتر كليون تيب راه 1 La cardinalité entre clients, laquelle ici, le deuxième. Oui, le client عنده un type. Oui, entre client et type client. Un seul. Un client. Oui, c'est un et un seul. Il est d'un seul type, oui. Ici, c'est 1. Mais ici, ce n'est pas 1. Mais un type client, il peut être pour plusieurs clients. Ici, c'est 0,1. Oui. Voilà. Où est le problème? J'ai pas compris la question. شغل ما نديروش ما ملي كانوا بزاف شغل ما نديروش اونتيتي تاع تيب كليون باسكو الكليون اصلا يكون عنده وحده شغل هكذا نورمال. Oui, mais si on veut savoir quel est le type de ce client. Oui, يكون في الكليون كان عنده بروبريتي. مادام كابابل يكونوا des autres attributs في التيب كليون. Oui, au niveau de client ou bien type client? Vous parlez de client ou bien type client?
شغل فيه Où est le زوج problème? كليون Répétez. يكون عنده Voilà. يكون عنده تماك بروبريتي فيها تيب كليون. Au niveau client, وي oui, j'ai dit qu'on peut faire ceci. J'ai dit qu'on peut faire ceci. Mais dans le cas où le nombre de clients est petit, par exemple 2, on peut faire cette solution. Oui, c'est possible de la faire. C'est-à-dire au niveau client, j'ai une propriété qui s'appelle type client. Oui, on peut le faire d'ailleurs dans les exercices dans la suite. C'est possible qu'on fera ça. Mais j'ai dit dans le cas, bon ça c'est juste un exemple, mais dans le cas où nous avons par exemple, le nombre de types de clients est grand. Particulier, société, coopérative, est grand. Dans ce cas-là, on fait une entité à part et on recense tous les types clients, comme ça. Et dans ce cas-là, nous avons notre table et après, on précise le type à travers une relation. Oui, oui, مادام c'est-à-dire سي on peut فو le كنديروها faire. مع كليون كيكونوا بزاف. C'est pas intéressant, non. Quand c'est beaucoup, c'est-à-dire que quand le nombre d'occurrences de cette entité est grand, vaut mieux la mettre à part. Hein. سي كوا لو On va se سوسي perdre. كنديروها مع Pourquoi? كليون؟ Parce que ça nous permet de garder aussi l'information. Parce que regardez, si on avait fait type client ici, hein, regardez, si on fait type client ici, et supposons que le nombre de types est grand, hein, pour avoir, je veux avoir la liste des types de clients. Je veux faire une requête au niveau de la base de données. Donnez-moi la liste des requêtes, des types clients. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la table client, il va accéder, c'est-à-dire on va écrire une requête hein, qui va accéder à la propriété type client. Il va ramener tous les types. Après, il va faire, parce que c'est possible que ça se répète. Hein. C'est possible que ça se répète. C'est-à-dire que le premier client, il a le type société, le deuxième société. Donc, il va nous recenser tout ça. Sauf si on améliore au niveau de la requête, on lui dit ne pas afficher tout ce qui se répète. Alors que si on avait une table à part, je vais aller directement à cette table, j'affiche cette table. Parce qu'ici, on trouve qu'une occurrence par type. C'est-à-dire, ça sera plus simple pour les requêtes, pour les traitements, etc. C'est bon? Voilà. Oui? Madame, j'ai pas compris. Premier exemple, à l'âge faux. Le premier, lequel le premier? Ce slide. Oui. Celui-là. Oui. Oui, ben, c'est faux comme conception. Pourquoi? Parce que quand on va aller, c'est optionnel. C'est que soit on trouve, nous avons dit qu'une commande, elle est passée soit par un client, supposons que ça c'est particulier, soit par un client particulier, soit par une société. Voilà. Quand on va aller vers le MLD, le modèle logique de données, le modèle logique de données, c'est ce modèle-là qui va comprendre la structure finalement et les relations. Qu'est-ce qu'on va avoir dans PASS? Dans PASS, on va avoir cette relation, elle va devenir aussi une table. Elle va au niveau du MLD. Hein, et on va trouver numéro commande, ici. On va trouver client particulier. On va trouver numéro société. Bien sûr, ici, numéro client particulier, ainsi de suite. Et ici, c'est la commande. Voilà. On va trouver les trois. Voilà. On doit avoir les trois. Et quand on fait cette conception, en réalité, ce n'est pas les trois. C'est soit celui-là, soit celui-là. En réalité, dans la réalité. Le numéro de commande, il est passé, c'est-à-dire cette commande-là, elle est passée soit par un client particulier, soit par une société. Donc, je trouve une ligne numéro de commande. Ici, on trouve le client particulier. Un autre numéro de commande, ici, c'est l'information, je vais trouver la société. Ici, c'est vide, hein, parce que c'est une commande qui a été passée par une société. Donc, on trouve ici vide. Ceci n'est pas autorisé au niveau du MLD. Parce qu'au niveau du MLD, surtout quand nous avons plusieurs à plusieurs, nous avons la concaténation des trois clés, de celle-là, de trois identifiants, je vais dire. Hein. Identifiant celle-là et celle-là. Alors, il y aura quelque chose de vide et ce n'est pas intéressant de faire ceci. Ce n'est pas intéressant de faire ceci. Ce n'est pas autorisé d'ailleurs de laisser des blancs comme ça pour les occurrences de l'association, de notre association passée.
Ce n'est pas autorisé d'avoir des vides. Parce que c'est vide finalement. Au lieu d'avoir des vides, au lieu d'avoir dans les occurrences quelque chose de vide ici, non, je vais créer une entité client et après je vais créer une entité type client. Comme ça, il n'y aura pas de vide parce que j'aurai une commande qui est passée par un client et ce client, il appartient à un certain type. Il est soit une société, soit un particulier, soit une coopérative, soit peu importe. Ce n'est pas autorisé d'avoir des vides au niveau de la base. Pour les parties identifiants surtout. Je parle de identifiants surtout. Hein. C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Voilà. Ça, c'est la R6. Alors, la R7, c'est quoi? Pour chaque occurrence d'une relation. Donc, on est toujours au niveau de la relation, c'est-à-dire de l'association. Hein, de l'association, ici. Il ne peut exister qu'une et une seule valeur pour chaque propriété de la relation, c'est-à-dire ici. Nous avons un exposant, par exemple la foire. Nous avons l'exposant qui expose dans un stand. Voilà. Numéro du stand, etc. Alors, il expose, supposons que le même exposant, l'exposant, par exemple, la société, peu importe, une société, Sonatrach, par exemple, elle expose dans un stand, numéro du stand, le stand numéro 7, au niveau de la foire. Et au niveau du salon, comment on appelle ça, c'est un salon, c'est comme la foire du livre, c'est un salon international. C'est le Salon international 2017, pour dire Salon international de l'industrie, par exemple, hein, 17. Salon international de l'industrie 18, c'est-à-dire de l'année 2018. Chaque année, il y a ce salon. On organise ce salon. Donc, nous avons plusieurs salons. Et pour cette société, par exemple, Sonatrach, elle a exposé dans le stand numéro 7 en 2017. En 2018 et en 2020, par exemple. En 2019, elle n'a pas exposé dans le stand numéro 7, mais dans un autre stand. 2020, elle a exposé dans le même stand aussi. Ah ben, il y a un problème ici dans ce MCD. C'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème? C'est qu'on va trouver, non, un exposant, il peut exposer dans 0 à n stands, et un stand est utilisé pour l'exposition par 0 à n exposants. Cette relation, au niveau du MLD, elle va devenir, il y aura migration de ces deux identifiants qui vont devenir des clés étrangères, donc numéro exposant et numéro stand. C'est bon? Maintenant, cette information, on va la perdre. Cette information, SII 17, SII 18 et SII 20, parce que Sonatrach, elle a exposé dans le Salon international de l'industrie en 2017 et en 2018 et en 2020, dans le même stand, le stand 7. Ça va s'écraser ou ça va créer un problème Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le numéro de l'exposant, par exemple. Sonatrach, par exemple, c'est la société 11. Hein? Supposons que nous avons un certain nombre de sociétés qui exposent. C'est la société numéro 11. Donc, c'est par numéro. C'est l'identifiant de la société par rapport aux différents salles. Donc, c'est la société numéro 11, ici, aux exposants, à l'ensemble des exposants. Et nous avons à côté 7, le numéro du stand, comme ça. Et ça, c'est la concaténation des deux qui va devenir la clé de l'association exposée sur. Elle va devenir une table ici. Et ça va être une clé. Quand je dis clé, ça veut dire identifiant. Hein. Le mot clé, on l'utilise quand on parle de MLD. Hein. Mais au niveau MCD, on parle d'identifiant. L'essentiel, ça va devenir comme ceci. 11, 7. Et 11, 7, par exemple, c'est SII, c'est-à-dire le Salon international de l'industrie de 2017, SII 17. Quand vient l'année 2018, on va insérer, parce que cet exposant, il a exposé aussi dans le stand numéro 7, mais c'était une autre année, l'année suivante. Il y aura aussi, c'est le même numéro de l'exposant, donc c'est 1, 7. Qu'est-ce qu'il va y avoir? L'un des deux problèmes. Soit la base de données, tout dépend du SGBD, bien sûr. Soit il vous dit erreur d'intégrité, c'est-à-dire que cette clé existe
Donc, vous ne pouvez pas insérer SII 18. SII 18. Vous ne pouvez pas l'insérer, il vous dit, parce que ça existe. Pourquoi? Parce que la clé, ou bien, je veux dire, l'identifiant de cette partie-là, c'est tout simplement la concaténation des deux seulement. Quand on fait la traduction en MLD, c'est la concaténation des deux entités que sont span et exposant. Donc, il y aura 11, 7. Il vous dit que ceci existe. Il y avait 17, il ne va pas l'insérer. Soit, donc il y a deux possibilités, tout dépend du SGBD. Soit il l'insère et il va écraser le 2017, il va écraser l'information 2017, soit il vous dit ça existe, c'est le contrôle de présence finalement. Ce qu'on avait fait au niveau du chapitre 2, le contrôle de présence. Il va vous dire que ça existe. Le 11.7, ça existe. Il ne va pas autoriser la saisie de CSII 2018. Et puisqu'il ne va pas l'autoriser, on va perdre l'information. Parce que si on veut savoir son attraque, à quel salon elle a participé, on va perdre l'information. Surtout quand elle organise dans le stand 7. Si elle va aller vers le stand 8, un autre stand, etc., ben, il n'y aura pas de répétition, donc elle va l'afficher. Mais l'information 2017, 2017, supposons qu'elle a été insérée la première fois. 2018, 2020, on ne va pas la retrouver. On ne peut pas l'insérer. On ne peut pas l'insérer. C'est pour ça que ici, il ne faut pas que y ait plusieurs valeurs d'une propriété au niveau de l'association. Dans ce cas-là, s'il y a plusieurs, on sera obligé d'aller vers ceci, d'aller vers une relation ternaire où on aura aussi le salon, c'est-à-dire l'information salon. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que nous avons une relation ternaire et quand on va passer vers le MLD, qu'est-ce qu'on aura? On aura le numéro de l'exposant, on aura le stand et on aura le salon. Donc, 3 informations qui correspondent à l'identifiant de la relation exposée sur. Donc, on aura le numéro de l'exposant qui est 11, on aura 7 et on aura SII 17. Et puisque c'est les 3, parce que c'est les 3 ici qui forment l'identifiant de l'association exposée sur, donc on va souligner tout ça. Et puisque c'est les 3, donc il n'y aura pas de problème. Donc je vais mettre 11, 7 et SII 18. Est-ce qu'il y aura un problème? Parce que c'est les 3 qui constituent la clé de l'identifiant. C'est les 3. Donc cette première partie, elle est la même, mais la deuxième partie, elle n'est pas la même. Donc il n'y a pas de problème de doublant. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Madame, je n'ai pas compris la deuxième. C'est là. Oui. Bon, je répète. J'ai dit que ici, la première, vous avez compris la première, c'est bon? Oui. Voilà. La deuxième, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a créé une entité salon. C'est comme tout à l'heure quand on a créé l'entité date. C'est la date qui a fait la différence. Elle a fait la différence. Ici, on avait code salon. Ici, regardez ici. On avait code salon comme une propriété. Ce n'est pas un identifiant. C'est une propriété de l'association. Cela veut dire on aura ça. On aura ça. 11, 7. Ça, c'est l'identifiant. Après, nous avons SII 17. SII 17. Ceci, SII 17. Ceci, c'est l'identifiant, la concaténation des deux, c'est l'identifiant, mais cette propriété n'est pas l'identifiant, c'est une propriété seulement au niveau de l'association exposée sur. Elle n'est pas soulignée, elle ne fait pas partie de l'identifiant. Maintenant, si vous voulez insérer 11, 7, SII 18, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire SII 18. Et comme l'identifiant, c'est seulement ces deux-là, il va vous dire que ça existe. Contrôle de présence. Voilà, il vous dit que ça existe. Il ne va pas autoriser l'insertion, la saisie de cette information. Il ne va pas l'autoriser parce que l'identifiant, c'est seulement 11, 7. C'est 2 parties seulement. Celle-là, non. C'est les 3 parties qui vont constituer l'identifiant. C'est-à-dire, on va avoir 11, 7, SII 17, comme ça. Ça, c'est SII 17. Et on aura tout ça, c'est l'identifiant. Parce que
c'est une entité salant. C'est une entité salant. Donc, on aura la clé de l'identifiant de l'association exposée sur, elle va recevoir numéro du stand, numéro de l'exposant et le code du salant. Elle va recevoir les trois. Et donc, ça va être les trois qui vont constituer l'identifiant. Donc, il n'y aura pas de problème. Je peux insérer maintenant 11, 7, SII, 18. Pourquoi? Parce que c'est les trois qui forment l'identifiant. Et dans ce cas-là, ceci est différent de ceci. Donc, il ne va pas vous dire que ça existe. Il l'autorise et il l'insère normalement. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui, c'est bon, madame. Voilà. Donc, c'est ça justement l'intérêt par la suite quand on va faire le passage vers le MLD. Justement, c'est pour avoir ceci, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'on n'aura pas de problème d'insertion, d'intégrité, etc. au niveau de la base. Donc, on passe. Une autre règle aussi, c'est la règle R8. C'est quoi? C'est que toutes les propriétés d'une relation, on est toujours au niveau relation, doivent dépendre pleinement de l'identifiant de la relation. Alors ici, pour ça, nous avons dit, puisque c'est cette relation, donc une personne, ici, une voiture, elle est autorisée, une personne, c'est une autorisation pour un véhicule donné, donc nous avons une personne autorisée pour conduire un véhicule, peu importe, dans une entreprise. Et bien sûr, cette personne, elle a un permis, bien sûr. Elle a une date d'autorisation et après un permis. Voilà. Cette information-là, elle ne dépend pas de l'identifiant de cette association, mais elle dépend de quoi? Date permis. Quand vous dites date permis, est-ce que la date permis dépend de la voiture ou bien dépend de la personne? De la personne. Voilà. Donc, puisqu'elle dépend de la personne, donc on va enlever ceci, elle ne dépend pas de cette association-là. Donc, c'est une information qu'on doit mettre ici. Elle dépend de la personne, date permis, n'a rien à voir avec l'association autorisée. Hein? Donc, ici, on va mettre cette date permis ici. Voilà. Donc, sémantiquement déjà, le sens, date permis, et dépend fonctionnellement du numéro de la personne. Voilà, de la personne. Donc, on ne doit pas avoir une propriété au niveau de l'association qui ne dépend pas pleinement de ceci. Mais elle dépend d'autre chose. C'est clair? Voilà. Et donc, on ne doit pas avoir aussi ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de prendre ceci et le mettre ici et pour ne pas avoir cette... C'est bon? Parce qu'on aura concaténation de... Alors, vous me dites, quel est l'identifiant de l'association autorisée? Quel est l'identifiant de l'association autorisée? Date haute. Le numéro de voiture ou le numéro de personne. Voilà. C'est le numéro de l'immatriculation et le numéro de la personne. Et on souligne. C'est la concaténation des deux. C'est comme on a expliqué précédemment. Non, date autorisation et date permis, dans ce MCD, ce sont des propriétés. Ce ne sont pas des identifiants. L'identifiant de l'association, on ne le note pas. C'est-à-dire, on ne le met pas. Ça sous-entend qu'il y aura, bien sûr que c'est une relation 0N, 0N, c'est une relation composée. Dans ce cas-là, il y aura, c'est la concaténation des deux, de l'identifiant de la voiture et de l'identifiant de la personne. Et quand on va avoir cet identifiant-là, qui est composé des deux, date permis, elle dépend d'une partie de l'identifiant, qui est numéro de personne. Et ceci n'est pas autorisé. C'est bon? C'est clair? Au niveau de l'association, nous avons... ça ressemble un petit peu à la deuxième forme normale, à part que ceci, c'est au niveau de l'association. La deuxième forme normale, c'était au niveau de... Je reviens vers la deuxième forme normale. Entité. Voilà, c'était au niveau de l'entité. Voilà, ici.
La deuxième forme normale, c'était au niveau de l'entité. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir comme ça une propriété qui dépend d'une partie de l'identifiant de l'entité. Alors que la règle qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est au niveau de l'association elle-même. Au niveau de l'association, ce n'est pas au niveau de l'entité. Voilà, au niveau de la R8, c'est au niveau de l'association elle-même, mais il ne faut pas avoir une propriété qui dépend d'une partie de l'identifiant de l'association, mais qui n'est pas mentionné ici. On le comprend que c'est la concaténation entre le numéro de l'immatriculation et le numéro de la personne. On va le faire au niveau MLD. Mais au niveau du MCD, on ne voit pas l'identifiant de l'association. On ne le voit pas. C'est bon? Pour ça? Non. R8? Oui? Madame, c'est le personne, elles vont la voiture. Oui, Non, ici, cette relation, c'est autorisation. C'est autorisé à conduire une voiture, par exemple, dans une entreprise. Un conducteur, un chauffeur, il peut conduire, il a une autorisation de conduire une voiture. Voilà, c'est dans ce sens. C'est pas propriété. Ce n'est pas parce que nous avons ici, regardez ici, nous avons la date d'autorisation. L'autorisation, c'est autorisé à conduire une voiture, par exemple, dans une entreprise. Voilà. C'est bon? D'accord. Voilà. Ça, c'était la R8. La R9, c'est la transitivité. C'est quoi? C'est le fait de dire, par exemple, ici, c'est une relation qui a le même. Donc, nous avons une facture, ici. Elle est passée, elle concerne plutôt. Elle concerne une seule commande, c'est-à-dire que nous avons une commande. Et après, on établit la facture pour cette commande. Et nous avons le représentant. La commande est obtenue par un représentant, bien sûr, c'est-à-dire que c'est le représentant qui établit, voilà, qui obtenu par le, c'est-à-dire c'est lui qui, comment dire, édite ou établit la commande, bien sûr, commandée par un client. Et pour la commande, il y aura une facturation. Donc, pour une commande, c'est possible d'avoir plusieurs factures. C'est possible. Hein? Est-ce que c'est logique? Une commande, c'est possible d'avoir plusieurs factures ici. Un N. Est-ce que ça a un sens? Non. Non? Non. Non. Alors, nous avons une entreprise, non, nous avons un client, par exemple, une société. Elle fait une commande. Une société fait une commande au niveau d'une entreprise donnée. Elle veut acheter une certaine quantité, un certain nombre de produits différents, avec des quantités. Elle fait cette commande-là, et après, quand elle fait la commande, on lui dit que voilà, par exemple, les machines que vous avez demandées, il y a un certain type de machine que vous avez demandé, il est disponible, donc on va vous le vendre, mais l'autre type n'est pas encore disponible. Ça va être disponible peut-être le mois prochain. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir une facture pour une partie de la commande. C'est bon? Donc, c'est possible qu'une commande, on lui établit plusieurs factures. C'est possible. Tout dépend de l'entreprise, comment elle fonctionne. C'est-à-dire que c'est possible qu'elle fait elle a reçu une commande, c'est-à-dire la demande de produit finalement, la commande. Mais par la suite, quand elle fait la facturation d'une partie. Voilà. D'une partie de ce qui est disponible. Le mois prochain, quand il y aura les nouvelles machines demandées, elle lui fait, c'est-à-dire elle fait pour la société qui a commandé la deuxième partie des produits demandés. Et elle fait une autre facture avec une autre date pour la suite des produits qui n'ont pas été encore délivrés. Donc, c'est possible d'avoir ceci. L'essentiel, c'est que nous avons une commande peut avoir plusieurs factures, et une facture qui est commandée qui correspond, qui concerne une commande, bien sûr. Ça ne peut pas concerner plusieurs, c'est une commande, on lui fait une facture. La même chose ici, nous avons une commande est établie par un seul représentant, c'est-à-dire s'il y a des clients qui viennent, ils demandent des choses, on leur établit une commande, on leur fait une commande sur papier, la preuve qu'ils ont commandé tel et tel et tel produit. Et bien sûr, un représentant peut faire de 1 à n commandes, il peut faire plusieurs. Maintenant, cette relation-là, cette association, c'est quoi? C'est qu'une facture concerne un et un seul représentant, et un représentant peut faire plusieurs factures. Le sens de cette association, il est correct, il est juste. Il n'y a pas de problème de sens, est-ce que c'est juste oui ou non. Mais le problème, c'est qu'il y a
redondance. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir l'information facture en allant dans ce chemin-là. On peut l'avoir. Oui ou non? C'est-à-dire, si j'ai une facture ici, je saurai de quel représentant il s'agit, tout simplement, même si je n'ai pas cette association-là. Je saurai. Pourquoi? Parce que je vais ramener le représentant, qu'est-ce qu'il a établi comme facture, ou bien ici. Je suis au niveau de la facture, je veux savoir quel est le représentant qui a fait cette facture. C'est-à-dire, elle correspond à quel représentant, quel fournisseur. Alors, je vais faire facture, elle est associée à une seule commande, donc je peux faire une requête au niveau de la base et avoir la commande. C'est-à-dire, cette facture, elle correspond à quelle commande? Oui, je peux l'avoir parce que nous avons cette cardinalité, elle me permet d'avoir la commande qui lui est associée. Voilà. J'ai obtenu la commande. Une fois que j'obtiens la commande, je peux aller rechercher quel est le représentant qui a établi cette commande. Je peux l'avoir. Je peux l'avoir en suivant ce chemin-là. En faisant, au niveau d'une base de données relationnelle, on va faire des requêtes en utilisant un certain langage qu'on appelle SQL. Donc, on va faire une requête SQL pour avoir le représentant. Je peux l'avoir, cette information. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'ajouter cette association. Ce n'est pas la peine de l'ajouter. Pourquoi? Parce que le fait d'ajouter une association, ça veut dire qu'on ajoute des informations en plus. Et puisque je peux avoir cette information à partir de ce chemin, ce n'est pas la peine de l'avoir. C'est bon? Madame, dans ce exemple, on peut avoir une seule association. Par exemple, obtenue par Econcer. Et l'identifiant, c'est le code de représentant, oui, le code de commande et le code de la facture. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que tu vas rendre ceci relation ternaire. Oui. Je n'ai pas compris. Pourquoi la faire ternaire? Il vaut mieux éviter le ternaire. Hein? Quand on peut faire relation binaire, il vaut mieux faire du binaire. Hein? Voilà. Ici, surtout que, pourquoi faire la ternaire, sachant que nous avons un ici? On va voir cette règle-là. On va voir ceci. Ici, j'ai un représentant qui peut faire plusieurs commandes. Et pour chaque commande, nous avons plusieurs factures. Donc, je laisse la relation binaire ici. Elle est plus simple. Comme ça, quand j'aurai la relation ternaire, c'est possible, on aura un problème de compréhension. Au niveau un problème de modélisation au niveau des occurrences de la relation, de l'association. Et on va voir que ici, quand on a ce 1-1, on va voir dans la règle suivante, je pense, la R18, normalement, qu'il ne faut pas faire ça. On évite ceci. Alors ici, le fait d'ajouter cette association, c'est juste une redondance. C'est encombrer le modèle. C'est ajouter plus d'associations, alors que cette information, je peux l'obtenir à partir de ce chemin-là. Donc, ce n'est pas la peine de l'ajouter. Donc, ici, je supprime tout ce qui est transitif. C'est-à-dire, j'ai ça concerne ça, et ça concerne ça. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers la transitivité et que ça concerne ça. Donc, مدام ما كناش قادرين نتخشي ندوزو من الشمال الاخر نحو l'association obtenue par نخلو l'association associée à. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? نحو l'association obtenue par et on laisse l'association associée à. Alors, on va enlever ceci, regardez, et associer à facture. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'information? Donc, on ne va pas perdre l'information. Alors, nous avons une facture, elle correspond à une commande, c'est ça. Une facture, elle correspond à une seule commande. Et une commande peut avoir plusieurs factures. Voilà. Aussi, une facture est associée, elle correspond à un seul représentant. Et un représentant peut faire plusieurs... l'information, apparemment, là. On a toute l'information. Alors, nous avons toute l'information. On peut avoir ce chemin-là. Voilà. Mais dans ce cas-là, on n'ajoute pas celle-là. On n'ajoute pas celle-là parce qu'on a fait la relation entre facture et représentant. Donc, on n'ajoute pas ceci. Oui,
Oui, c'est possible. Mais tout dépend comment on énonce l'énoncé. C'est-à-dire quand vous lisez l'énoncé, vous faites la représentation de votre MCD selon ce que vous lisez dans l'énoncé. Il ne faut pas trop sortir de l'énoncé. C'est bon? Oui, on peut avoir, voilà, on peut avoir qu'une facture elle correspond à plusieurs commandes. Bien que, alors ici, quelle est l'information qu'on va perdre si on fait ceci? Quelle est l'information qu'on va perdre et qu'on ne retrouve pas? Le représentant et la commande. Oui, mais est-ce qu'on peut l'avoir autrement? C'est-à-dire, j'ai un représentant, il peut faire plusieurs factures ici. Plusieurs factures. Et une facture, elle est associée à plusieurs commandes. À plusieurs commandes. Ici, une facture est associée à une seule commande. Et les commandes, normalement, on retrouve toute l'information. C'est-à-dire, si on est au niveau commande, on peut avoir toutes les factures possibles. Et si on est au niveau représentant, on peut avoir toutes les factures possibles. Donc, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut avoir toutes les commandes d'un représentant? Toutes les commandes établies par un représentant. Est-ce qu'on peut avoir cette information? Comme ceci. Bon, je vais essayer d'effacer parce que... Non, madame, non. Je cherche cette information. Est-ce qu'on peut avoir toutes les commandes d'un représentant? Madame, باش نخرجوا لي كومون تاع الريبريزونطون نروحوا لهذاك لو طابلو كونسيرن Oui. نخرجوا كامل لي فاكتور من بعد هذوك لي فاكتور يمدوا لنا لي ريبريزونطون تاع هذوك لي فاكتور. Quel tableau? Celui-là. Celui-là, tu parles de ça? Oui, madame. Ça ne sera pas un tableau, ça ne sera pas une table ici. Parce que c'est une relation de type un 1, un N. Ceci, ça va partir. Ce type, on va le voir au niveau du MLD. C'est pour ça que je vais vous dire qu'est-ce qu'il y aura. Il y aura le numéro de la commande, il va migrer vers la facture. C'est-à-dire au niveau de la commande, de la facture, je trouve numéro facture. Après, je trouve le numéro de la commande ici. Donc, finalement, on peut avoir l'information, mais ça sera à travers la facture. Ça sera à travers la facture. C'est-à-dire, on va recenser, on va faire une requête sur l'ensemble des factures et récupérer tous les numéros de commande de chaque facture et après les lister une à une. C'est indirectement, on peut l'avoir, oui, parce qu'on aura le numéro de la commande qui va migrer ici vers la facture. Je vais vous expliquer ceci dans la suite quand on va faire le MLD. Il y a les règles de passage vers le MLD. Mais ceci, ça va partir parce que c'est une relation simple. Ce n'est pas une relation composée. Tout à l'heure, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand on a composé. Et quand on dit composé, ça veut dire que la cardinalité max des deux côtés, c'est N. Des deux côtés. Pour pouvoir avoir la concaténation des deux identifiants. Maintenant, si nous avons d'un côté c'est 1, je parle de la cardinalité max. Hein. Ici c'est 1 et ici c'est N. Non, ceci va partir. Cette association, elle va partir et on aura le numéro de la commande, c'est-à-dire l'identifiant qui va migrer ici et on le retrouve ici comme clé étrangère. On va voir ceci dans la suite. Mais vous avez compris que ici c'est une redondance. Si nous avons cet exemple-là. Vous avez compris que c'est une redondance, puisqu'on peut avoir l'information à partir de ce chemin, dans ce sens ou bien dans ce sens. Voilà. Donc, tout ce qui est transitif à éliminer. Bien sûr, quand on dit transitif, ce n'est pas quand vous trouvez ce schéma sous forme de triangle, cela veut dire que c'est transitif. Tout dépend du sens de l'association. Il faut lire le sens, hein, parce que des fois, cette association qui est ici n'a rien à voir avec cette association. Ce n'est pas le même sens. Donc, il ne faut pas supprimer comme ça automatiquement. Non, il faut lire, il faut comprendre l'association. Voilà, par exemple. Ici, la remarque ici, ceci n'est pas autorisé pour supprimer. Sachant que ça paraît transitif alors que ce n'est pas transitif. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas le même sens. C'est différent. Ici, nous avons un membre. Il peut proposer des sujets au niveau d'un forum, bien sûr.
il peut proposer des sujets et il peut être associé, pour un sujet, il peut avoir associé des réponses, on peut avoir plusieurs réponses. Et un membre aussi, il peut donner des réponses à certains sujets. Voilà. Donc ici, est-ce qu'on peut supprimer la relation, la transitivité, par exemple celle-là? Est-ce qu'on peut la supprimer? Nous avons un membre au niveau d'un forum, au niveau de n'importe quel forum de discussion, par exemple. Vous avez un membre, il participe à ce forum, il y a un sujet, donc il y a un post, je ne sais pas, qui a été posté, il donne son avis. Et de l'autre côté, donc de l'autre côté, il poste. Bon, regardez, d'un côté, il poste, il fait des posts, et de l'autre côté, il fait des commentaires sur des posts d'autres personnes. Des commentaires sur d'autres personnes. Donc, il donne des réponses à des sujets. Voilà. Donc, ici, est-ce qu'on peut supprimer cette information? Alors. Non, madame. Est-ce que c'est transitif ici? Oui. Non, ici, ça paraît transitif dans le schéma, mais ce n'est pas transitif. Cette relation donnée n'a pas le même sens que proposé. Ce n'est pas la même Qui est chose. transitif autorisé. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que ce n'est pas le même sens? Parce que le membre peut n'avoir pas un sujet et avoir une réponse. Voilà. Et dans ce cas-là, si je vais supprimer, je vais perdre des informations. Quelle information je vais perdre? Je vais perdre les informations des réponses données par le membre. Parce qu'il peut trouver un post, il va écrire des commentaires. Par exemple, bon, c'est juste un exemple pour vous faire l'analogie avec Facebook, par exemple. Il va donner des commentaires. Le fait de donner un sujet, c'est une chose. Et le fait de donner des commentaires pour un sujet posté par d'autres personnes, c'est autre chose. Donc, si je vais supprimer ceci, cela veut dire que je vais supprimer tout ce qu'il a donné comme réponse, par exemple, à des sujets qu'il n'a pas forcément proposés. Vous voyez? Donc ici, ce n'est pas une relation transitive. Ça n'a pas le même sens que tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, ça a le même sens. C'est-à-dire que cette facture, elle est associée à un représentant associé. On peut utiliser d'ailleurs le même verbe pour dire la même chose. C'est le même sens au niveau de la relation. C'est pour ça qu'on doit supprimer pour ne pas avoir de redondance. Mais ici, non, on ne peut pas supprimer parce que ça n'a pas le même sens. Ce n'est pas transitif. Hein. Donc, c'est transitif au niveau du schéma. Ça paraît transitif, mais ce n'est pas transitif dans le sens. C'est bon? Donc, il faut faire attention. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Madame, on peut s'arrêter à ce niveau. C'est l'heure? Il est 17h15. 17h15. Normalement, c'est 17h30, non? مدام ماناش نكابتيو صباح oui, Ah, الخير. j'ai compris. Alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la dernière séance. Ça va être après les vacances. Ce que je vais vous donner, je vais vous envoyer l'URL de ça. Je l'ai enregistré. Alors, vous suivez la vidéo et je vais vous envoyer la série d'exercices, la série TD. Vous allez commencer à essayer de les résoudre et on va les corriger. C'est la dernière séance. Oui, c'est la dernière, madame. Voilà, on va les corriger après les vacances. Mais je vous envoie l'URL, c'est-à-dire l'enregistrement de ce cours, ainsi que la série TD. Envoyez-moi vos solutions. Vous faites toute la série. Vous avez devant vous les vacances. Vous faites toute la série. Après, comme ça, on va la corriger après les vacances. Hein. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez vos questions, je vous réponds. Il n'y a pas de problème. D'accord. Madame, le dernier chapitre. Oui, c'est le dernier chapitre. Hein. Donc, je vous envoie le fichier et je vous envoie l'URL. Vous suivez l'enregistrement. Ça va vous donner. Ok, ça va, madame. Ok. Au revoir alors. Merci, madame. D'accord. Bon, Merci. vacances.